Pourquoi j'ai choisi les thèmes de Freud et de Erikson euh, comme exemple d'application du modèle RET dans l'interprétation? C'est parce que je suis concerné, j'ai envie de dire directement, par ces deux grands pionniers de la psychologie. J'ai lu Freud dans ma jeunesse, en commençant par son livre Métapsychologie, qui était, je l'avoue, un peu difficile comme première lecture. Par la suite, étant moi-même psychothérapeute, je me suis intéressé plus profondément à la psychanalyse, mais aussi à d'autres techniques thérapeutiques, dont l'hypnose ericksonienne, que je pratique ou ai pratiquée. En revanche, je n'ai jamais pratiqué la psychanalyse, même si ses concepts, son approche m'a toujours intéressé. Ce qui m'a frappé d'emblée, sans avoir fait les thèmes de Freud et d'Erikson, mais a priori, je trouvais que ces deux pionniers de la thérapie moderne avaient quelque chose en commun, ou j'ai envie de dire quelque chose qui était complètement différent dans leur approche. L'un, Freud, utilise le verbe comme principal support à l'analyse, les mots, les jeux de mots, les libres associations, les lapsus. Il ne s'intéresse pas au corps. Les personnes en psychanalyse classique sont allongées sur un divan. Ils ne voient pas le psychanalyste. Et donc, c'est quand même assez significatif de comment la psychanalyse fonctionne. Pour Erikson, c'est tout le contraire. Erikson ne s'intéresse pas au verbe. En tout cas, en hypnose, le patient ne parle que très peu. Donc ce n'est pas le support de la technique hypnotique. Le support, c'est, dans un premier temps, le sensoriel et aussi le corps. Dans une séance d'hypnose, bien souvent sont convoqués les sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, par exemple. Et aussi les techniques hypnotiques vont faire participer le corps et utilisent aussi le corps comme support, par exemple dans la lévitation, dans la catalepsie d'un bras, par exemple. Et l'hypnothérapeute est toujours dans une observation attentive des différents signaux corporels qui lui indiquent la qualité de la transe. On voit bien que dans l'hypnose, en fait, le verbe, la parole, n'a que très peu d'importance. Et c'est ce qui différencie pour moi, d'une manière radicale, l'hypnose de la psychanalyse. Et donc, a priori, je me suis dit que cette différence radicale, ces deux techniques qui sont aux antipodes l'une de l'autre, devaient se retrouver dans le thème de leur fondateur. Et effectivement, après avoir dressé les deux thèmes de Freud et d'Erikson, et après avoir donc fait ressortir les familles planétaires dominantes, effectivement, mon hypothèse a priori a été confirmée. Voilà, d'où l'idée de faire cette petite vidéo pédagogique pour vous introduire dans la logique des familles RET. À présent, je vais donc vous montrer comment utiliser le modèle RET de l'astrologie conditionnaliste. À ce sujet, j'ai fait une vidéo sous forme de diaporama que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube du logiciel Azimut 35 qui explique voilà, en long et en large de quoi il s'agit. Donc c'est une vidéo que j'ai intitulée Le RET à la loupe. Donc je vous invite à prendre connaissance de cette vidéo. Elle est un peu longue, donc il faut avoir la patience pour le lire entièrement, mais c'est une vidéo didactique pour les personnes qui souhaitent un petit peu approfondir et mieux connaître l'astrologie conditionnaliste. Alors je vais, dans un premier temps, faire les choses un peu dans l'ordre. Je vais commencer à vous montrer le thème de Sigmund Freud et comment on peut utiliser le modèle RET pour, au fond, représenter la structure planétaire, la structure RET planétaire du thème de Freud. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait,
habituellement. À partir du thème, on dégage la hiérarchie des puissances planétaires. La hiérarchie permet donc de mettre en relief les différentes fonctions psychologiques liées aux planètes, des dominantes aux non-dominantes, en passant par les sous-dominantes. Et c'est donc à partir de cette hiérarchie qu'on peut, si vous voulez, voir apparaître sur le modèle RET universel, la structure universelle que l'on voit là à l'écran. Alors, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo sur le modèle RET, mais c'est l'ordre du RET dans l'ordre des planètes dans le modèle RET reflète, si vous voulez, la structure du système solaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un RET universel. Donc, si on regarde les dominantes planétaires, alors, les critères de hiérarchisation, je ne vais pas les redécrire, mais le premier critère, c'est la présence aux angles, les angularités. Donc là, on voit qu'il y a 5 planètes qui sont situées de part et d'autre du descendant. Et donc, la première planète, c'est la plus proche du descendant, donc c'est Pluton. Après, on prend à sa suite Vénus, parce qu'elle est en conjonction. Puis après, on passe à Soleil, Uranus, Mercure. Voilà. On pourrait aussi hésiter entre Soleil et Pluton en première dominante. Parce qu'en fait, Pluton est beaucoup plus bas qu'il n'y paraît là dans la représentation zodiacale. En fait, il est couché depuis plus d'1 heure. Donc en fait, si on regardait le thème des domitudes ou le thème des azimuts, on verrait que Pluton a une hauteur céleste qui est négative, donc il est beaucoup plus bas. Donc on pourrait commencer la hiérarchie par Soleil, Uranus, Mercure, puis après passer à Pluton, Vénus. Bon. Quoi qu'il en soit, ça change pas grand-chose là où nous en sommes. Donc, une fois que j'ai déterminé les 4 ou 5 premières dominantes, donc je les fais apparaître. Là, j'ai pris la couleur rouge, mais ça c'est conventionnel, pour faire apparaître voilà, les 5 premières dominantes, Soleil, Vénus, Mercure, Uranus, Pluton. Et là, ça permet tout de suite de voir se dégager 2 familles planétaires, 2 familles RET planétaires. D'une part, la famille représentation extensive, Soleil, Vénus, Mercure, puis une autre famille, qui est une famille de quaternaires, en fait. Il y a 4 planètes, c'est ce qu'on appelle la quarte du discours, ou le cercle du discours, qui sont les angles, en fait, du médaillon RET, Soleil, Mercure, Pluton, Uranus. Alors pourquoi le cercle du discours ? Parce qu'une autre représentation du modèle RET, c'est une représentation circulaire, où l'on voit clairement, mieux en tout cas, que toutes les fonctions planétaires, en fait, effectuent des transitions entre les 3 plans du RET. Le plan solaire, ce niveau des représentations, le plan martien, alors le Mars je ne l'ai pas représenté puisqu'il ne fait pas partie des dominantes, mais le Mars est au centre du RET, et le plan de la transcendance, c'est Pluton. Et donc et on voit que Mercure, c'est un passage de l'unité solaire vers la multiplicité plutonienne, et Uranus, c'est le passage de la multiplicité plutonienne vers l'unité solaire. Et donc ces 4 planètes représentent le cercle du discours, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux idées, aux théories, aux spéculations, à l'imaginaire, au mythe. Elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle est, par définition, non-E. C'est-à-dire elle n'a aucun point commun avec le centre Mars et avec les planètes qui sont en lien avec Mars. Donc, E, c'est, en astrologie conditionnaliste, c'est le plan du concret, le plan des réalités, l'empirisme. Et si vous voulez, donc le cercle du discours, c'est l'inverse. C'est tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui n'est pas empirique, c'est donc les idées, les théories, voilà en quelques mots. Donc la quarte non-E, ou le cercle du discours, les idées, concepts, théories, spéculations, les mythes, l'imaginaire. Pour résumer, et de manière générale, on peut dire que les personnes concernées par le cercle du discours placeront au centre de leur motivation, de leur dynamique de vie, le plan des idées, des théories, des spéculations. Et par conséquent, le plan existentiel, c'est-à-dire le monde concret et sensible,
sera relégué au deuxième plan, voire ignoré dans le cas où le plan des idées serait érigé en référentiel absolu. Et là, je pense à une citation d'Einstein qui donne à réfléchir, malgré son apparence humoristique. Il disait, si les faits contredisent la théorie, changez les faits. Alors je signale qu'Einstein avait une forte dominante solaire, un soleil au milieu du ciel, au plus haut dans le ciel. Il est du signe du poisson. Dans le zodiaque réflexologique, le poisson est concerné par l'inhibition extinctive, c'est-à-dire une capacité à se couper de tout ce qui n'est pas absolu, de tout ce qui est insignifiant ou très secondaire. En somme, pour Einstein, seul compte la vérité des théories, des modèles. Et les faits peuvent bien aller se rhabiller s'ils ne correspondent pas à la théorie. Il avait aussi 3 planètes du cercle du discours dans ses dominants. Cette citation donne à réfléchir sur la nature des faits. Et bien souvent, on peut confondre la nature des faits avec la nature de la réalité. Les faits, ce n'est pas la réalité. Un philosophe, Nietzsche, disait juste à propos, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Et je crois que c'est ce que disait Einstein. Pour un mathématicien, pour un physicien, ce qui est important, ce ne sont pas les faits, c'est les théories. Les théories qui permettent de mieux comprendre la nature de la réalité. Les faits, ce sont nos opinions, ce sont nos idées, un peu toutes faites, bien souvent toutes faites en tout cas, sur les réalités. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Lorsque Copernic découvre que le Soleil est au centre du système solaire et non pas la Terre, avant lui, les scientifiques prenaient pour un fait que la Terre était au centre du système solaire. Et on voit bien que la théorie de Copernic a fait mentir les faits. Je crois que c'est un exemple assez simple qui permet de comprendre qu'il vaut mieux une théorie solide, cohérente, pertinente, qui permet de voir plus loin et, j'ai envie de dire, au-delà des apparences, de l'apparence des faits. Et maintenant, pour conclure cette première partie, je vais aborder donc le thème de Milton Erickson, qui, vous le devinez, a dans ses dominantes ce qu'on appelle en fait la croix de l'existence, c'est-à-dire le contraire du cercle du discours. Et on va voir que Milton Erickson pratique une méthode, on va dire, thérapeutique qui est très concrète, qui se situe dans le présent de la situation et qui ne fait appel à aucune théorie, aucune spéculation. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des hypnothérapeutes et des chercheurs en hypnothérapie considèrent que l'hypnose est inexplicable, qu'on ne peut appliquer aucune théorie pour comprendre l'hypnose. Donc c'est un phénomène qui reste très, très vivant, indéfinissable, même s'il existe bien sûr quelques protocoles, quelques techniques pour provoquer une transe thérapeutique. L'approche de Milton Erickson était radicalement empirique. Il évitait d'utiliser les principes généraux issus de modèles scientifiques, de psychothérapie et d'hypnose, qui mettent l'accent sur une standardisation de l'approche diagnostique et du mode d'intervention. En d'autres termes, pour lui, il n'y a de thérapie que si le thérapeute réussit à découvrir ce qui convient à cette personne particulière en ce moment particulier. J'espère que cette illustration interprétative du modèle RET, dans la comparaison de deux thèmes, vous donnera envie d'aller un peu plus loin, de découvrir, voire approfondir les modèles et les outils de l'astrologie conditionnaliste. Pour moi, le modèle RET, c'est sans doute l'outil le plus pertinent. Il permet de revisiter les significations planétaires issues de la tradition, mais aussi en leur donnant une assise théorique et un soubassement solide et rationnel. Pour les utilisateurs du logiciel Azimut 35 Diamant, il est possible d'accéder aux cours d'astrologie en ligne que je propose. Dans ces cours sont expliqués, par exemple, les critères, comment hiérarchiser un thème,
et quels sont les critères astronomiques à utiliser pour effectuer cette hiérarchisation. Est aussi expliqué le modèle RET et d'autres notions de l'astrologie conditionnaliste. Je propose aussi des cours, en tout cas un premier cycle et un deuxième cycle d'astrologie conditionnaliste sur mon site qui s'appelle astrologie-existentialiste.fr. À présent, je vous salue bien et vous dis à la prochaine vidéo.